Bienvenue, bonjour à tous, vous ici présents en Guadeloupe pour cette 10e étape du Tour de France de la e-santé. Merci à tous ceux qui sont présents ici et à ceux qui nous suivent également sur le site e-santé.gouv.fr. Je suis Roselyne Mathieu, animatrice sur l'ensemble des 17 étapes du Tour de France e-santé. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer le programme de cette belle journée. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont fait chaleureusement la joie d'être présents au rendez-vous pour cette journée spéciale et qui vont nous faire partager leurs réflexions sur cette transformation de notre système de santé. Cette 10e étape sera vraiment réussie si tout le monde a la parole, et tout le monde a un peu la parole afin de favoriser la participation de tous les acteurs venus ici pour représenter la e-santé. Bonjour à tous, je voudrais saluer évidemment plus particulièrement Dominique Pont. Merci d'être venu jusqu'à nous. Le Tour de France, effectivement, comprend notre beau département donc de la Guadeloupe et les îles du Nord aussi, même si vous n'y allez pas, mais malgré tout, ça fait partie bien sûr de notre territoire. Je salue aussi Madame Laura Le Tourneau, d'être venue parmi nous, Madame Claire Lenain. Philippe et moi, nous avons sévi ensemble au HFDS pendant un temps, et même avant, effectivement. Voilà, donc je vous salue, je vous remercie d'être là. Je dis bonjour aussi à tous mes collaborateurs qui m'aident au quotidien à avancer sur tous les sujets, et particulièrement le sujet du numérique. Et puis, bien sûr, bonjour à tous, chers amis, acteurs du territoire, acteurs de santé du territoire. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que le numérique, pour moi, ça ne fait aucun doute. Ça fait partie intégrante et totale, bien sûr, de ma santé 2022. Au-delà du fait que la ministre, bien sûr, le souhaite et qu'elle a nommé une délégation ministérielle, pour moi, c'est une conviction profonde. Et je suis sincère là-dessus. Nous n'arriverons pas à transformer notre système de santé pour préparer son avenir en adéquation avec le monde qui bouge, si nous n'allons pas vers le champ du numérique. Alors, je voudrais vous partager avec vous une petite réflexion. Je me passionne actuellement pour les lectures du champ du numérique, et c'est vrai, et l'intelligence artificielle aussi. Et j'ai lu très récemment un bouquin qui parlait de la loi de Metcalfe. Alors, je ne sais pas qui connaît la loi de Metcalfe. Dominique, vous connaissez la loi de Metcalfe? Je suppose que oui. En tout cas, la loi de Metcalfe, c'est une loi qui dit que lorsque vous branchez une machine à une autre machine pour être en réseau, vous ne gagnez pas juste une machine supplémentaire, vous gagnez 21% de plus de puissance. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous branchez une nouvelle machine en réseau, vous vous retrouvez avec une puissance qui va devenir exponentielle. L'être humain a un petit peu de mal à concevoir l'exponentiel. Ça démarre doucement l'exponentielle et après ça file à une vitesse, je dirais, de la lumière. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que autrefois on disait que l'information c'était le pouvoir. Ne surtout pas partager son information, comme ça on avait le pouvoir. Aujourd'hui c'est l'inverse. Il faut absolument se connecter, il faut absolument se mettre en réseau de manière à démultiplier son pouvoir de manière très importante, évidemment, et exponentielle à la fin des fins. Donc, ça s'applique au numérique, bien sûr, mais ça s'applique aussi à la pratique en coordonnée, à la pratique en réseau. Donc, nous pourrons augmenter notre capacité à répondre aux besoins de notre population qu'en nous connectant les uns les autres. Donc, comment faire pour se connecter, évidemment, si nous n'avons pas les bons outils? Donc, c'est toute la question. La question, c'est d'avoir les outils numériques, évidemment, nécessaires. Alors, nous avons des atouts sur notre territoire. Tout d'abord, bon, on peut le considérer comme un atout, nous avons un impératif. Notre impératif, c'est que nous sommes un archipel. Nous sommes, bien sûr, 8 îles, hein, si on compte que Basse-Terre et Grande-Terre sont 2 îles, malgré tout, parce que les 2 ponts pourraient être cassés un jour. Nous avons 8 îles à gérer, ce qui signifie, bien sûr, une discontinuité du territoire. Pour pouvoir pallier cette discontinuité du territoire, il faut évidemment se donner les moyens de communiquer ensemble et de ne pas avoir de rupture de communication. Il y a aussi, j'ai remarqué, une vraie culture ici des réseaux sociaux. Nos concitoyens en Guadeloupe et dans les îles du Nord aiment beaucoup les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, WhatsApp, et j'en passe des meilleurs. Et du coup, ça a des côtés évidemment
négatifs parfois, notamment sur les fake news, mais ça aussi, je pense, beaucoup de côtés positifs parce qu'ils sont prêts. Il y a une vraie volonté à rentrer dans le milieu du XXIe siècle, à vivre avec son temps et avec sa dynamique. Ensuite, je voudrais dire qu'on a un autre atout, et ce n'est pas de la flagornerie de ma part, c'est le grade. Donc merci Anthony Forbin d'être là, il est très dynamique, il est très efficace, on s'entend très bien, on se parle souvent et on échange beaucoup. On a la chance d'avoir un grade très efficace sur le territoire. Donc ça, c'est un gros atout aussi. Et puis, je voudrais dire que j'en suis tellement convaincue que je me donne les moyens. J'ai transformé l'agence avec mes collaborateurs, on a mis un an, on a réfléchi ensemble, on a fait des ateliers pour mieux répondre aux besoins des populations. Et ce qui en est ressorti, c'est une direction. La direction de l'analyse, de l'évaluation et de la réponse des besoins aux populations, donc dirigée par Marlène Celsic, qui est juste là et qui vient d'arriver sur notre territoire directement du CHU de Nantes, que je remercie d'avoir bien voulu venir nous rejoindre. Et nous avons dans cette direction créé un service sur l'analyse des données de santé. Parce que je suis évidemment intimement persuadée de la nécessité de maîtriser ces données de santé sur notre territoire. Nous avons aussi un service recherche et innovation qui est dirigé par Sabine Suffini, qui est là devant nous, et qui évidemment est très très impliquée et très dynamique sur le sujet. C'est elle, d'ailleurs, je fais un peu de pub au passage, qui a lancé très fortement santé.fr. J'espère que vous l'avez tous sur vos smartphones, parce que ça vous permet de vous orienter dans le système de santé de notre territoire. Et puis dans cette direction, nous avons les filières et les parcours que nous sommes en train de construire et qui ne pourront être efficaces que si nous avons des outils qui nous permettent de suivre et de construire ces parcours pour nos patients. Je vais terminer bientôt, mais juste pour vous dire que le dernier livre que je lis actuellement, c'est un livre de Pierre Bélanger, que vous connaissez probablement. Bon, c'est le PDG de Skyrock, ça n'a rien à voir avec le numérique, mais malgré tout, il a écrit un bouquin qui, je trouve, très intéressant, qui s'appelle « La souveraineté du numérique ». Et ce qu'il dit m'a un petit peu effrayée. Donc, on partagera peut-être la réflexion plus tard. Ce qui m'a un peu effrayée, c'est qu'il a dit que nous n'avons pas su prendre le tournant et que nous avons peut-être perdu notre souveraineté numérique en France. Pourquoi? Parce que l'hébergement des données, tout ça, c'est dans les GAFA, enfin, dans tous ces monstres-là, et qu'il est temps maintenant de réagir et de faire en sorte de retrouver notre souveraineté numérique et d'être maître de notre avenir. Donc il faut pour ça qu'on construise des socles solides, pérennes, et dans lesquels je voudrais dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de sécurité. On a fait faire un audit sur notre territoire, il faut le dire. Nous avons des atouts, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous avons une grosse faiblesse, c'est la sécurité de nos systèmes d'information sur le territoire. Donc on va se doter bien sûr aussi des moyens pour corriger ça. Je demande à tous les directeurs d'établissements d'être là, d'y être très attentifs, mais pas que. Il faut que l'ensemble des professionnels de santé y soient attentifs. Pour cela, j'ai un référent des sécurités de systèmes d'information, Patrick Joséphine, qui est là, qui est dans la salle, et qui va travailler avec tous les acteurs de santé sur ce sujet. Le GRADE, évidemment, est mobilisé dessus. Et je sais pouvoir compter sur mon ami Philippe Loubneau, le FSSI du ministère de la Santé, qui est évidemment en appui n'importe quand, à n'importe quelle heure, et je l'en remercie. Et en fait, je voudrais vous dire qu'il faut qu'on soit prêt, donc il faut qu'on prépare ça, parce que ça va aller très très vite. Les 10 prochaines années, à mon sens, vont être décisives. Soit on sera des has-beens dans 10 ans, soit au contraire, on sera les premiers. Je veux que la Guadeloupe soit les premiers. Je le dis, je le redis. On peut être les premiers. On l'a été avec la maison de santé pluridisciplinaire universitaire de France. On a été 4e pour le déploiement de santé.fr. La Guadeloupe, on peut être les premiers et sauter le pas, passer de 1.0 à 4.0 directement. Je le sais et j'en suis convaincue. Et pourquoi aussi nous devons nous préparer? Parce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment la révolution, je dirais, d'aujourd'hui. Si nous ne mettons pas, si nous ne réfléchissons pas sur les pratiques, sur ce que ça va impliquer, si nous n'avons pas un socle hyper solide, nous allons avoir, évidemment, nous allons être dépassés rapidement. Alors là aussi, j'ai lu un livre qui s'appelle donc la plus grande mutation de l'histoire, intelligence artificielle, de Kai-Fu Lee. Donc, il y a beaucoup de bouquins sur l'intelligence artificielle, mais celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Et donc, pour moi, l'intelligence artificielle, ça va évidemment avoir des implications, ça va améliorer la qualité des soins, ça va créer bien sûr des opérations assistées, ça va mettre en place des services aux patients à distance, la surveillance des patients à distance, des prothèses personnalisées grâce aux données de santé par exemple,
va falloir qu'on adapte nos contenus pédagogiques, nos pratiques, nos façons de travailler. Si on n'a pas le socle, si on n'a pas les outils, on ne pourra pas, évidemment, faire tout ceci. Voilà, donc pour moi, il est important que nous puissions anticiper. Et je dois dire que l'anticipation des politiques publiques, ça n'a pas toujours été complètement le cas. Donc maintenant que je suis, je dirais, directrice générale d'ARS, avec une certaine possibilité d'influencer un petit peu les politiques publiques, et on le disait tout à l'heure avec Dominique Pont, on est issus tous les deux, je dirais, du terrain, on est des opérationnels à la base, mais on a la chance que le gouvernement actuel offre aux gens issus de la société civile, aux opérationnels, de pouvoir participer à l'élaboration des politiques publiques. Donc, anticipons tous ensemble, de manière à ce que demain, dans 10 ans, nous soyons prêts et nous soyons ici en Guadeloupe les premiers. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, donc bonjour à tous, Anthony Fordoin, directeur du GRAD, au groupement régional de développement de la e-santé. Alors si ce n'est pas la réponse régionale, c'est peut-être au moins une des réponses régionales donc, aux initiatives, donc en tout cas au cadre national qui nous est fixé en matière de développement de l'e-santé. Alors, je vais tâcher en 20 minutes à peu près de vous montrer un petit peu ce qui a été réalisé en matière de l'e-santé sur le territoire, sous l'animation et l'impulsion de l'agence régionale et par Mme Denux qui a su nous faire confiance et accélérer un petit peu le virage numérique. Alors, tout simplement, le NRS, donc l'espace numérique régional de santé, s'inscrit selon 3 principes directeurs. Donc le premier, c'est l'urbanisation. On a parlé un petit peu jusqu'à maintenant. L'urbanisation, c'est quoi? C'est le fait de rendre cohérente l'ensemble des développements du système d'application. Donc c'est toutes les applications qui travaillent pour un objectif de e-santé. Le deuxième principe, donc, ça va être l'alignement des objectifs sur les portefeuilles nationaux. Donc il faut savoir qu'on a une description des e-services qu'on veut développer sur le territoire. Donc un socle commun qui liste l'ensemble des premiers services qu'on met en place et un socle élargi. Une fois qu'on a mis en place les services de base, on développe des services à valeur ajoutée. Enfin, on accompagne les initiatives donc, régionales, donc sous l'impulsion de l'Agence régionale de santé. Tout simplement, comment ça marche? Donc on a un premier étage de la fusée, donc l'étage 1, qui positionne donc, nos services de santé sur 2 data centers, qui sont locaux, il faut le souligner. Donc les données qui sont issues de la e-santé guadeloupéenne sont en Guadeloupe. Donc nous sommes le seul hébergeur agréé de données de santé. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'autres hébergeurs agréés sur le territoire, mais ce serait quand même pas mal s'il y en avait d'autres, ça donnerait des possibilités d'hébergement en plus, car comme vous l'avez souligné sur les réseaux, on a peu de salles extrêmement sécuritaires sur le territoire. Deuxièmement, on a donc des services socles. On a beaucoup parlé de services socles ou d'infrastructures logicielles socles depuis tout à l'heure. Donc les services socles qui structurent finalement le cadre d'interopérabilité régionale, ici sont listés ci-dessous. Donc le MPI, donc ça vient de l'anglais, Master Patient Index, en gros c'est le serveur d'identité régionale et de rapprochement. Il faut savoir que tous les acteurs de santé du territoire qui aujourd'hui accueillent des patients sont connectés aux initiatives régionales, et donc on consolide et on qualifie l'identité régionale du patient. Donc on a bien un identifiant patient unique, qui n'est pas encore l'identifiant national, bien évidemment, et il nous tarde d'ailleurs de pouvoir nous appuyer sur cet identifiant. L'annuaire des professionnels, puisque pour accéder donc, aux services numériques, il faut pouvoir se connecter. Alors on se connecte sur un annuaire des professionnels avec ce qu'on appelle des modalités de l'identification unique, le SSO pour ceux qui connaissent, on appelle ça le Single Sign-On. Comment ça marche? L'annuaire, je le décrirai un petit peu plus tard, mais c'est connecté directement aux annuaires nationaux, comme le RPPS. Et j'entendais Madame tout à l'heure expliquer qu'il y aura une convergence de l'ensemble des descriptions des professionnels, ce qui est une bonne chose, parce qu'on pourra bénéficier, au-delà des informations du RPPS, de l'ensemble des acteurs du territoire. Enfin, le ROR, donc le répertoire opérationnel des ressources, dont la vocation, c'est la description de l'offre de soins, mais également de servir de référentiel pour le développement de services de santé. Et enfin, les entrepôts qui agrègent toutes les données des filières numériques, que ce soit les données de type compte-rendu produites par les dossiers patients, des logiciels de cabinet, ou même issus de l'action humaine, ou encore les données d'imagerie. Donc on a 2 catégories d'entrepôts qui agrègent les données. Et enfin, les EAI, donc on parlait tout à l'heure d'interopérabilité. Donc les EAI, échanges interapplicatifs pour ceux qui connaissent. Donc ça permet de fluidifier, de normer et de permettre à 2 applications de dialoguer de manière fluide. Étage numéro 3, donc une fois qu'on a créé donc, des salles techniques sécuritaires, qu'on a des infrastructures socles en matière de logiciels, on est capable, et de référentiel, on est capable de déployer un bouquet de services donc, qui répond aux objectifs régionaux en matière de collaboration et d'échange et de continuité en soins. Ça, en gros, ce sont l'ensemble des applications numériques qu'on peut retrouver dans un ENRS.
En quatrième étage de la fusée, vous trouvez l'intégration et l'alimentation native des dispositifs nationaux. Donc on va retrouver le DMP, la MSS, le DCC, donc dossier cancérologie commun, et dossier pharmaceutique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc tout le NRS de Guadeloupe est construit sur cette logique d'urbanisation et sur ce principe d'alimentation effilée des logiciels nationaux. En dernier étage, une fois qu'on a agrégé toutes ces données, on est capable de déployer des services à valeur ajoutée pour faire de la prévention, de l'analyse, du pilotage. Qui sont les acteurs qui sont consommateurs de ces données-là? Sur l'étage 5, vous retrouverez les tutelles nationales et régionales, qui bien évidemment, ça leur permet d'observer l'évolution du système de santé. Et sur la partie donc, kiosque d'accès service, on va retrouver nos acteurs, donc les tutelles locales, les usagers et bien sûr les professionnels de santé. Alors, la diapositive suivante, elle est un peu indigeste, je vous l'accorde, mais elle permet simplement de repositionner la cartographie de l'NRS de manière un petit peu plus précise. Donc, vous voyez sur la partie basse les services socles. Donc, on retrouve toute la partie référentielle, la partie échange interapplicatif et la partie d'identification, qui permet, en partie centrale, d'ouvrir les kiosques d'accès service. Donc, on retrouve toutes les initiatives numériques du territoire, qui alimentent bien évidemment les outils nationaux. Et enfin, sur les parties hautes, la prévention et le pilotage qui sont issus du stockage de données régionales. Alors, vous allez me dire, oui, mais concrètement, c'est quoi en Guadeloupe le NRS? Donc, le NRS en Guadeloupe, c'est un portail, ça s'appelle le portail Courbaril, dont certains d'entre vous en sont déjà utilisateurs. Le portail Courbaril, pourquoi? Parce que le Courbaril, c'est quoi ici? C'est un arbre, une région dont les racines sont extrêmement puissantes, une croissance axillaire et un panache qui est relativement développé. C'est un peu l'orientation qu'on a voulu donner à la e-santé, donc des socles fondateurs, une croissance rapide et le fait d'ouvrir l'ensemble des acteurs de santé du territoire. Donc ce portail est relativement simple, il ne se veut pas un portail pour faire de la publicité ou ce genre de choses. C'est un kiosque d'accès-service, d'où vous voyez dans la partie centrale des lanceurs d'applications, qui une fois l'opérateur connecté de manière forte, va pouvoir accéder à son bouquet service. Il est actuellement dédié à la cible professionnelle, et je vous expliquerai tout à l'heure qu'on ouvre son pendant patient et usager d'ici le premier trimestre 2020. Alors on peut voir donc, des services classiques tels que la télémédecine, la messagerie sécurisée de santé, le dossier régional de cancérologie, le ROR, les espaces collaboratifs, les MAIA, le TP, l'imagerie. On a couvert aujourd'hui un nombre assez important, plus de 24 services de e-santé sur notre territoire. Alors, je vais faire un petit focus sur des réussites qui sont assez importantes chez nous. Alors, premièrement, le dossier régional de cancérologie. Il faut savoir que l'ensemble des sites qui traitent de la cancérologie sur le territoire, donc 4 sites, le CHU de Pointe-à-Pitre, le CHBT, le CH Louis-Constant-Fleming sur Saint-Martin et également les Eaux Claires, sont aidés pour la prise en charge de la cancérologie. On informatise ce qu'on appelle les RCP, les réunions de concertation pluriprofessionnelle. Les dossiers numériques des patients sont préparés à l'avance, ce qui fait qu'on a un taux de complétude des dossiers lorsqu'ils sont présentés en RCP qui a augmenté très significativement par rapport à la méthode papier. La communication pour la mobilisation des acteurs et la transmission des comptes rendus se fait via MSS. Et bien évidemment, on intègre dans ces dispositifs-là des outils de webconférence pour permettre à des acteurs qui sont géographiquement pas sur les sites de pouvoir participer aux réunions de concertation. Ça représente donc 4 lieux, une coordination, l'activité de 242 professionnels, 6659 dossiers aujourd'hui suivis en matière de cancéro et 12 321 passages en RCP numérique. À l'échelle de notre territoire, bien évidemment, ce sont des chiffres qui ne sont pas comparables à la métropole où les territoires sont bien plus larges. Alors, sur la question des e-parcours, parce qu'on a évoqué tout à l'heure donc des choses nationales au niveau des e-parcours, alors c'est très très bien pour nous parce qu'on s'est lancé dans cette approche-là. On a actuellement développé, je l'ai compté, je n'ai pas en mémoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sujets de e-parcours, dont certains sont relativement intéressants. Je prends le premier qui est celui du CRDN, Centre Régional de Dépistage Néonatal. Il faut savoir qu'on fédère actuellement 6 maternités sur le territoire, avec une filière numérique, une coordination qui est le Centre Régional de Dépistage Néonatal, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, avec un partenaire qui est l'hôpital de Necker, le laboratoire, de gérer, on va dire, le dépistage des maladies des nouveau-nés. On a augmenté notre capacité à connaître, on va dire, les naissances et les décès, et on a homogénéisé les pratiques entre le centre de dépistage régional, les maternités, et le laboratoire qui est prestataire de l'exécution des examens.
113 professionnels embarqués pour 4263 dossiers. C'est un dossier qui a 1 an d'existence, donc les résultats sont quand même relativement prometteurs. J'enchaîne sur la greffe. Donc on a un e-parcours qui nous permet de gérer le dossier du patient pré-greffe. Vous voyez bien que nos initiatives ont une vocation coordination, puisque la greffe, le centre de greffe se trouve au CHU de Pointe-à-Pitre, et nous avons actuellement l'ensemble des centres de dialyse du territoire, donc 9 centres de dialyse, qui sont fédérés par une filière numérique, permettant de gérer l'inscription des dossiers au niveau des réunions de la greffe, pour définir si on va greffer ou pas le patient. Donc 9 centres de dialyse, une coordination au CHU, et ce dossier, ce e-parcours s'étend actuellement sur les centres de dialyse de la Martinique et de la Guyane. On fête les 1 an de vie de ce projet numérique, et on enregistre 61 professionnels sur le territoire guadeloupéen, utilisateurs, et pour 278 dossiers. Ce nombre va croître, bien évidemment, avec l'inscription des patients et des dossiers qui proviennent donc des autres zones. Ensuite, pour ce qui est du dépistage de l'obésité, donc là, c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on a développé avec l'éducation nationale. Donc 14 collèges en Guadeloupe, avec la participation donc, des personnels soignants, médecins, infirmiers, mais également des enfants eux-mêmes. Donc ils sont conviés au niveau donc, des salles informatiques des établissements scolaires et ils participent à leur auto-évaluation, leur auto-appréciation de leur positionnement par rapport à la question de l'obésité. L'ensemble des réseaux de soins sur notre territoire. Donc, tous les anciens réseaux qui étaient un petit peu chacun de leur côté, aujourd'hui sont fédérés autour de la PTA, et donc nous les équipons en termes de filière numérique. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en termes de e-parcours. Demain, on prévoit, et on a déjà attaqué ce projet-là, c'est le e-parcours pour le patient diabétique qui émarge au programme étape, l'insuffisance cardiaque et la personne âgée, et enfin, on va essayer de faire converger l'ensemble de ces plateformes vers une plateforme unifiée en matière de e-parcours. La télémédecine et la mobilité, alors c'est une réalité chez nous également. On parle souvent, quand on parle de télémédecine, d'outils. Alors on parle de chariot, on parle de mallette, on parle de tablette, on parle de téléphone. Tout ça, il n'y a rien de contraignant in fine si vous avez basé votre réflexion sur les usages. Parce que la télémédecine, c'est un effecteur et un demandeur. Très souvent, vous avez le demandeur, mais vous avez peu d'effecteurs sur votre territoire, eu égard à la démographie médicale qui est finalement assez faible. Il n'en reste pas moins qu'on a déployé aujourd'hui tout le spectre possible du champ de la télémédecine, y compris dans l'approche matérielle dont je parlais tout à l'heure. Ça représente en Guadeloupe 531 professionnels pour 2070 dossiers qui touchent essentiellement les pathologies neuro, dermato, neurochir, neuropédiatrie, cardiologie, ORL. Et bien évidemment, le tout va de la télémédecine d'urgence. 9608 téléconsultations à ce jour, et un petit focus particulier, puisqu'on parle souvent d'innovation, on a déployé une filière de télééchographie cardiaque à distance, donc elle est robotisée. L'hôpital de Saint-Martin, qui souffre de double insularité, n'a pas d'offre cardiologique qui est suffisamment structurée. Nous avons déployé donc, une réponse numérique, où vous avez un cardiologue donc, sur 2 lieux d'implantation au grade et en ville, qui aujourd'hui est capable, via les outils numériques, de piloter un robot d'échographie cardiaque. On fait également des téléconsultations. Le dossier est inscrit par la médecine de ville, donc coordonné par l'hôpital de Marie-Galante, opéré par des cardiologues qui sont sur le sol guadeloupéen, et donc au bénéfice des patients, bien évidemment. Tous les comptes rendus sont produits par MSS. L'imagerie, alors on a une particularité en Guadeloupe qui est sur un petit territoire. Il y a énormément de gens volontaires. Alors moi, je ne m'inscris pas du tout dans le pessimisme, au contraire. Les gens les acteurs de santé sont très volontaires ici, et on a pu réaliser en à peu près 1 an l'agrégation de la totalité de l'imagerie du territoire, qu'elle provienne des établissements privés, des établissements publics ou des cabinets de radiologie. Donc ça s'est vu encore nulle part ailleurs. Alors c'est pas pour faire le pied de nez à mes copains, hein, mais c'est simplement que notre territoire est propice au développement de l'innovation et de la e-santé. Donc l'imagerie dont on dispose aujourd'hui, donc avec un système d'archivage et une visionneuse, on stocke de l'imagerie native, ce qui nous permet de faire de l'interprétation sur du matériau non dégradé, et on stocke non seulement les images, mais également les comptes rendus qui sont produits par les systèmes de gestion. Ça nourrit naturellement, dans le cadre de l'urbanisation, l'ensemble de nos filières de e-santé, donc la télémédecine, nous a permis d'ouvrir de la téléradiologie à distance, par des modules de téléradiologie, et bien évidemment, j'ai eu au CHU et le de Saint-Martin, qui n'a pas de place, et ça permettra de gérer par la numérique de l'extemporané, on appelle ça comme ça. Un chirurgien a un impact pour donner un avis direct à un chirurgien lors d'une opération. Ça évite les pertes de temps. Et ça offre également la
anatomopathologie, puisqu'on a aussi besoin, nous, de l'expertise nationale, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir recours à l'expertise qui vient de la métropole. Alors, sur ce que j'appelle les SOC et référentiels, alors les SOC, pour moi, c'est les outils SOC, donc les outils qui sont directement dans la trajectoire nationale. La MSS, alors il faut savoir que le GRADE participe, avec la RS et la CGSS, à des réunions de concertation, des réunions régionales de pilotage. Et donc Mathieu nous connaît bien, on est souvent en ligne avec l'Asie. L'objectif étant d'essayer de trouver le levier qui va permettre de déployer la MSS. On a du mal, c'est vrai, alors je suis obligé de dire 263 balles, donc les balles sont les boîtes aux lettres de messagerie sécurisée. C'est difficile de mettre les acteurs en mouvement sur ce sujet-là. Il faut savoir qu'on attaque l'hôpital public désormais par l'évolution de son système d'information, parce que très souvent, pour que l'hôpital public soit en capacité d'être interconnecté à la messagerie sécurisée de santé, il faut qu'il ait une évolution de son système d'information au niveau de la filière administrative, pour le DMP, mais pour la MSS. Donc, ce n'est pas le cas de nos établissements, on est en train de les accompagner pour leur donner cette capacité à ouvrir et des DMP et des MSS. Le ROR, donc le répertoire opérationnel des ressources, en Guadeloupe, a fait l'objet d'un peuplement complet sur le champ du sanitaire et sur le champ médico-social. Donc on est en avance, même au niveau national. La difficulté qu'on rencontre néanmoins, c'est la mise à jour de nos données. Donc ça, on partage tous ça sur le territoire national, on est capable de peupler, mais après, derrière, on a du mal à faire prendre conscience qu'il faille justement mettre à jour pour que ce référentiel soit un référentiel qui soit up-to-date. L'identité régionale, donc on parlait de ça tout à l'heure, simplement pour vous dire, on agrège toutes les identités, les créations d'identités, les acteurs de santé. Je mets à part les logiciels de cabinet qui ne sont pas actuellement connectés au serveur d'identité régionale, mais c'est quand même 652 000 identités en Guadeloupe. Ça nous permet d'avoir une approche qualitative sur la donnée, puisqu'on est capable de faire jouer des moteurs d'identité-vigilance et d'envoyer aux acteurs de santé des rapports de qualité sur la manière dont ils gèrent leurs identités. L'idée de ça, c'est de baser ensuite une coordination régionale sur la partie identité-vigilance et améliorer ainsi la qualité de l'identité qui va servir toutes les initiatives, celles du GRADE et les autres, en matière d'identité régionale. In fine, à notre échelle, à notre humble échelle aujourd'hui, c'est 1526 utilisateurs des services e-santé du GRADE, au travers donc, des services de l'ENRS, et donc 120 000 dossiers, 120 000 comptes rendus et dossiers dans l'entrepôt XDSB, il y a tous les dossiers qui sont issus des filières DPI, etc. Et 290 000 quand même dossiers d'imagerie, 800 nouveaux chaque jour. Alors, comme l'ordre du jour m'obligeait à un petit passage par le ROR et l'identification unique, simplement pour vous dire qu'on utilise des modes d'authentification forts, bien évidemment, du moment. Donc les professionnels de santé aujourd'hui passent par l'annuaire des professionnels et par une couche d'identification unique pour naviguer sur le portail Courbaril. Les modes d'authentification par CPS, ou alors les modes d'authentification OTP, comme vous le faites aujourd'hui sur votre smartphone par rapport à la banque. En termes de retour, c'est plutôt positif. Les évolutions à prévoir sur 2020-2021, c'est l'ouverture du portail ville-hôpital, on appelle ça comme ça, c'est un portail professionnel, qui va être la concentration finalement de l'ensemble des sujets numériques à destination du professionnel et du médecin libéral. On va pouvoir retracer sur une frise chronologique l'ensemble des épisodes de soins numériques d'un patient, ce qui permet effectivement de fluidifier la circulation d'informations sur l'ensemble du territoire. Le prérequis obligatoire de ce sujet en termes d'ouverture, c'est la ICPS, et j'étais content tout à l'heure d'apprendre au niveau d'un de mes partenaires privilégiés que la ICPS sera libérée à son niveau donc fin d'année, ce qui me permettra d'ouvrir mon portail donc en début d'année. Fin d'année 2019, bien sûr, et moi en début d'année 2020. Les usagers, aujourd'hui, on ne les a pas traités en dehors du fait qu'ils participent dans des e-parcours. On n'a pas de portail patient, mais il est prévu à l'ouverture, donc pour le début d'année également, sous réserve d'une connexion et d'un enrôlement du patient via France Connect, comme vous avez déjà l'habitude de le faire pour vos impôts, pour Amélie, etc. Les bouquets de services seront autour du e-rendez-vous, des résultats d'examen et compte rendus, en tout genre, les e-demandes, et bien sûr la redirection vers les applications nationales telles que le DLP et santé.fr, etc. Alors, juste un petit focus rapide et je vous laisse tranquille sur le ROR. Donc le ROR aujourd'hui, un constat, donc j'ai expliqué tout à l'heure, peuplement, aucun souci, on a un petit peu de mal à ce que ça soit, il y ait une appropriation par les acteurs finalement qui décrivent leur offre de soins pour en faire finalement un référentiel à jour.
Donc à partir de ce principe-là, il devient difficile d'utiliser le ROR comme un référentiel technique pour le développement de e-services. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il peuple l'application santé.fr. Vous avez sur vos téléphones, mais quand vous allez chercher une offre, une offre de soins sur le territoire, je cherche un cardiologue. Si le cardiologue n'a pas été mis à jour dans le ROR, il ne sera pas mis à jour dans santé.fr. C'est tout bêtement ça. Donc il faut trouver des mécaniques, et c'est notre ambition dès début 2020, c'est d'installer ce qu'on appelle un proxy ROR, dont les mécanismes de peuplement sont plus dynamiques que la simple application manuelle, et ça nous permettra d'ouvrir des services à valeur ajoutée, comme le e-rendez-vous, qui a besoin, bien évidemment, d'une vision fine de l'offre de soins. Oui, Dr Portecorp, directeur médical du SAMU de la Guadeloupe. S'agissant du ROR, je pense que si on envoie un mail à chaque professionnel identifié et qu'on lui demande si les données qu'il avait communiquées sont toujours d'actualité et le cas échéant de les modifier, déjà ça devient plus actualisé, au moins en fonction de la fréquence de l'expédition du mail, parce que si on compte sur les directions des établissements, ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est vraiment à l'intéressé, dans le public ou dans le privé, de garantir que ce qu'on dit de lui reste juste. Alors, dire que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être un peu trop général. Il faut savoir que sur la cible ROR qu'on a déployée aujourd'hui, il y a quand même la grosse majorité qui fonctionne. Certains établissements ont du mal à se mettre en mouvement. On a quand même déployé une organisation au sein des établissements basée sur des référents au niveau de chaque pôle qui sont tenus de vérifier effectivement l'évolution de l'offre de soins, de l'implémenter au niveau du ROR et de la faire valider au niveau des directions. Il faut savoir que ce travail-là fonctionne. On a juste une petite difficulté, c'est la validation au niveau des directions. Et ça passera, je pense, plus par une sensibilisation des directions à l'intérêt de la mise à jour de l'offre de soins pour pouvoir amener justement une réponse à une donnée qui soit à jour. Parce que les acteurs de santé le font. En plus, les ROR aujourd'hui vous permettent, acteurs de santé, d'être autonomes dans le fait de déclarer une inadéquation entre ce qui est publié et la réalité du terrain. On est derrière nous structurés pour proposer une mise à jour et proposer le circuit de validation auprès des directions. David Roussari, Orionels, donc un éditeur parmi d'autres. Alors, j'ai un peu l'esprit d'escalier, hein. Je vais revenir aussi sur ce qui a été évoqué précédemment, et notamment tout ce qui a été évoqué ici. Je souscris complètement à tout ce qui a été dit, la doctrine, mais ça a été dit par mesdames, avec l'avènement des GHT, des pays à mettre en place, la convergence en fait, et cette nouvelle doctrine, est-ce qu'on aura les ressources en fait? Je ne suis pas tant inquiet face à la partie édition, logiciel en fait, mais plus inquiet sur les ressources de l'hôpital, parce que ce sont souvent les mêmes personnes qui vont intervenir sur ce niveau-là. Donc on n'a pas fini la doctrine passée d'avant, la partie GHT, les DPI, et là on part en fait sur cette partie numérique, et souvent les ressources. Est-ce que vous avez ces problématiques? Alors, bien évidemment, lorsqu'on applique les réglementations, on durcit, on va dire, les sujets d'interopérabilité, d'urbanisation, de sécurité, on est confronté, alors premièrement, à un problème, on va dire, peut-être de savoir, au niveau des acteurs qu'on cible, et au-delà de la question du savoir, un problème de disponibilité. Alors, sur les sujets, on a bien vu la difficulté de mettre en œuvre donc, les dossiers patients d'établissement. Ça ne se met pas en œuvre, effectivement, comme on installerait Word sur un poste de travail. Ça implique une réflexion interne, ça implique une mobilisation des acteurs pour revoir les pratiques professionnelles, pour s'imprégner, on va dire, de l'arrivée du numérique dans les nouvelles pratiques. Ça, aujourd'hui, la réponse qu'on tente d'apporter au niveau régional, et on l'a vu d'ailleurs au niveau du ROR, c'est de faire à la place de faire avec donc, les acteurs de santé. On ne pourra pas aller sur l'ensemble des terrains, bien évidemment, être un accompagnateur, enfin accompagner, on va dire, des initiatives comme le DPI, comme la sécurité, comme l'urbanisation, on le fait, mais au rythme, bien évidemment, de nos disponibilités.